d'ailleurs. Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Avec nous aujourd'hui nos amis de Plume Libre, donc ils vont, comme à l'accoutumée, nous présenter des textes. Et je les laisse se présenter vite fait. Salut Geoffrey. Salut Bokar. Salut Nabou. Salut Félicie. Salut Nabou. Et avec nous un nouvel invité, Tim. Bonjour Tim. Bonjour à tous. Bonjour Tim. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, Bokar va commencer avec une chronique dont on ne sait pas grand-chose. Okay. Si ce n'est qu'il est, je crois... Il va parler de taille ou d'autre chose? Je crois qu'il est question de taille. Après, plus, je ne peux pas te dire, Nabou. Ouais. Alors, c'est Nabou qui a choisi. Il faut rappeler ça à tout le monde. Qui a choisi le thème de l'émission. Le thème de ta chronique ou de l'émission? De la chronique aussi. Parce que moi, on me dit il faut faire un thème. Moi, je choisis pas. Donc, si vous êtes prêts, Nabou, après votre petite musique de présentation, de préparation, on peut aller sur la chronique avant d'enchaîner avec Plume Libre. Ok, donc tu as la parole, on te laisse défiler. Alors, le thème choisi par Nabou, bonjour chers auditeurs, c'est est-ce que la taille compte? Du coup, je vous laisserai voir pourquoi Nabou choisit ce thème, mais moi, on me dit de faire une chronique, je la fais. C'est parti. La question de la taille a transcendé l'humanité entière et personne n'a réussi à y répondre. Je me prête aujourd'hui à un jeu dans lequel nombre de philosophes et de grands penseurs ont lamentablement échoué. Enfin, on aura la réponse à la question qui turlupine nombre d'entre vous. Nabou y pense beaucoup. Félicie aussi, passe les dimanches après-midi à tester. Et Mamalai a hâte que je commence, donc allons-y rapidement. Mais avant de commencer, vu que la taille est trop immense comme sujet de chronique, je vais m'arrêter simplement à la taille chez l'écrivain. À d'autres mots, est-ce que chez les écrivains comme Geoffrey, la taille compte ou pas? On peut aussi dire pareil pour Félicie, qui est notre partenaire d'écriture. Moi, je suis juste la précision est de taille. Elle qui est, ça c'est pas mal. Elle qui est très proche, elle dont le kiff, c'est justement les membres. Oui, Félicie adore les membres de l'équipe de Plume Libre que sont Geoffrey et moi. Et on le lui rend bien. Donc, limitons-nous à l'écrivain, mais pas n'importe quel écrivain. Alors, je parle de l'écrivain qui a cette force extraordinaire de pouvoir bien jouir. Oui, c'est important pour l'écrivain de pouvoir jouir de ses capacités intellectuelles. Ben oui, si on commence à appeler tout le monde écrivain, on ne va pas s'en sortir, sommes-nous d'accord? Donc, chez cet écrivain qui jouit, donc, qu'est-ce qui compte le plus? Telle est la question, et là, les avis sont partagés. Certains pensent que la taille est très importante et qu'elle apporte beaucoup à l'écrivain, car sans elle, on ne peut justement pas produire. Et les adeptes de cette thèse disent que tout dépend de la taille de la taille. Pour illustrer nos propos, soyons fous, je vais vous présenter ma taille, vu que c'est la dernière émission de l'année. En plus, je vois des étoiles qui scintillent dans les yeux de mesdames. Alors, voici ma taille crayon. Et là, on peut vérifier ce qu'on disait tout à l'heure. Si dans cette taille, je mets un objet aussi petit que ce cure-dent, on voit bien qu'il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi vous regardez toujours fait. Arrêtez. Donc, à partir de là, nous pouvons affirmer que plus elle est grosse, bon, la taille, bien sûr, plus elle est grosse et plus le crayon doit aussi être gros. Sinon, CQFD, ça ne taille pas. Et l'écrivain peut aller se faire tailler son affaire ailleurs. Par contre, par affaire, il faut préciser qu'on parle de son crayon, bien sûr. Et si on ne taille pas un crayon, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Sacré nom d'une pipe. Tiens, tailler une pipe, ça existe, mais ce n'est pas le sujet de notre chronique aujourd'hui. Nous parlons juste d'écriture. En face de ça, nous avons une toute autre école qui dit non, ce qui compte le plus, ce n'est pas la taille, mais le crayon. Le crayon est ce qu'il y a de plus utile, car sans lui, on ne peut pas parler d'œuvre ni de création. Il y a un courant extrême, c'est cette tendance qui dit préférer le crayon noir au crayon blanc. Car effectivement, un crayon blanc, disons-le, ça ne sert strictement à rien. Mamalai, cet avis n'est pas de moi, soyons clairs.
On avouera quand même que le crayon blanc n'est pas assez lisible. On ne voit pas ces marques sur une page vierge, pardon. Et Tout dépend de la page. Hein. Si elle est noire, ça se voit. Oui, là on parle d'une page blanche et vierge. Noir sur noir, ça va pas non plus. Ah ben voilà, merci Félicie pour le soutien. Outre ces divergences d'opinion, il y a d'autres écoles qui vont au-delà de l'opposition entre taille et crayon et qui essayent de les réconcilier et de les articuler. Et les théoriciens de cette thèse se basent sur l'urgence de mettre les pendules à l'heure. Je rappelle que mettre les pendules à l'heure suppose de diriger l'aiguille pile au milieu du cadran. L'aiguille de la montre, Geoffrey. Ces courants mettent l'accent non pas sur la taille, ni sur le crayon, mais plus sur l'écrivain lui-même. Il rappelle que l'écrivain est au début et à la fin de toute chose. Par exemple, quand les architectes s'activent à l'érection d'un bâtiment, ou d'une statue ou d'un édifice, il faut que le projet soit écrit avant d'être brandi. Là, on voit la main de l'écrivain. L'écrivain fait donc beaucoup de choses. Par exemple, certains comme Geoffrey font preuve d'une extrême générosité. Oui, générosité qui s'attend souvent sur toutes les lectrices et sur les lecteurs aussi. Parce qu'en leur glissant, on sait bien que Geoffrey aime bien glisser des choses. Quand l'écrivain glisse des mots à l'oreille des lecteurs, je parlais de ça. Attention. Donc, l'écrivain permet aux lecteurs d'avoir des vibrations énormes. C'est des mots qui les transpercent, qui les touchent et qui les pénètrent. Et là, on les voit qui s'empressent de bouffer les pages en usant de leurs doigts et de leur tactile et de leur langue experte. Oui, qui n'a jamais vu un lecteur utiliser le doigt et la langue pour feuilleter comme ça des pages aussi rapidement. Les pages, il est sillonné de gauche à droite et de haut en bas. Qui n'a jamais vu ça? On les a vus tous. Un autre courant de cette méthode, de cette même école, met l'accent sur le sens du partage de l'écrivain. Et oui, il faut être très généreux pour publier une production. Et l'écrivain partage justement son savoir-faire, ses connaissances, son histoire, qu'il était le seul à savoir. Et le sachant, il voulait par générosité que tout le monde le suce. C'est le verbe savoir à l'imparfait du subjonctif pour les esprits mal tournés. Que tu suces. Ça se conjugue comme ça, à ne pas confondre avec la phrase préférée du mari d'une de mes amies dont je tairai le nom, qui en fait une prière qui répète tout le temps « Ouais, je veux que tu suces ». Là, je parle du verbe savoir. Du coup, c'est une forme de conjugaison. Alors, à la dernière chronique, pour faire plaisir aux amateurs d'indices, j'avais dit que le nom de cette fameuse amie commençait par Na et se terminait par Bou. Mais sachez que ça avait été mal pris par Nabou, je ne sais pas pourquoi. Et donc, aujourd'hui, je ne dirai rien. Pas d'indice du tout. Pour conclure, nous pouvons dire que nous appelons à un dépassement. Ce conflit n'a pas sa raison d'être, car quand l'écrivain ouvre une chemise où sont rangés ses dossiers, on n'a plus besoin de se demander qu'est-ce qui est le plus important. Même si certains disent que le crayon, d'autres la taille, d'autres encore la façon dont la taille est utilisée, la conclusion la plus plausible pour moi est celle qui consiste à dire que ce qui compte le plus, c'est celui qui compte l'histoire. Même si sans inspiration, sans outils, pas d'œuvre et son écrivain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on peut dire que la taille ne compte pas. On n'est pas sûr, hein. Je suis pas sûr d'avoir compris. Moi, Hein. j'ai pas la réponse à la question. À chacun sa conclusion. Et si, ça compte. Ça compte, Ok. mais c'est pas le plus important. Ça marche. Alors, merci pour cette chronique. Tout de suite, une pause musicale avec Victor Démé. Ça s'appelle John Maya. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Avec nous encore et toujours les amis de Plume Libre qui vont commencer. Donc, merci Nabou. J'aimerais avant toute chose rappeler qu'on est sur une radio publique et que les textes tendancieux et à connotation un petit peu sexuelle de Bocard pourraient nous faire douter. On n'est pas sur une radio un peu étrange. Et donc, en fait, je voudrais aussi dire que ça fait 1 an, jour pour jour, qu'on a commencé notre première émission. Donc, j'ai envie de nous souhaiter joyeux anniversaire. Ouais, joyeux Joyeux anniversaire. Et anniversaire à d'ailleurs, vous. j'en profite pour dire quand même que ça fait 1 an qu'on fait ça et que Corentin Desfarges, c'est la première fois qu'il écoute. Donc voilà, dédicace à toi, Corentin. J'espère que ce sera la seule émission de ta vie que tu écouteras de moi. Oh là là, c'est bon. et j'aimerais aussi, vu que ça fait 1 an aussi, que c'est le repère, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à ma sœur, qui est vieille, qui a 37 ans. Oh là là. Non, Je vais ça prendre un taquet, va. Donc voilà, je voulais lui souhaiter ça et j'aimerais introduire le texte de Félicie. Joyeux anniversaire à ta sœur, du coup. Merci beaucoup. Si c'est la belle fille dont. Calme-toi, qui est calme-toi. sur la photo. Là, calme-toi. Merci. Et donc je vais introduire le texte de Félicie et en fait elle va lire un texte que sa maman a écrit et donc voilà, je laisse la parole. L'enfance, chapitre 1. Une petite main douce serrée dans une grosse main râpeuse, un regard clair plongé dans un autre ridé,
des petites jambes galopant aux côtés d'une silhouette fatiguée, une petite fille pleine de questions et un grand-père peu bavard. Le soleil pointait et nous allions au lapin, poussant la brouette de bonne herbe, moi dans ses pas, évitant les ornières, et lui devant, courbé mais le geste sûr. « Dis, Pépère, comment tu as connu mes mères ?» Puis nous goûtions les fraises, à même la terre, et ouvrions les cosses des petits pois, avalés en un clin d'œil. Quel délice !« Dis, Pépère, comment c'était la guerre ? Le potager regorgeait de fruits, de légumes, de fleurs, c'est la clochette que j'aimais éclater en me faisant gronder, et des roses, des marguerites aussi grandes que moi, des soucis jaunes orangés. Dis, Pépère, c'est vrai que tu t'es évadé d'un camp ? Après ça, direction la ferme, au bout du village, pour y acheter du lait. Quelle fierté de porter le pot au lait plein au retour. Puis dans la cuisine, d'y puiser une louche de lait tiède et de s'en délecter. Dis, Pépère, tu as retrouvé tes Vosges alors, et mes mères ? L'après-midi, je te suivais encore dans ta baraque, cette cabane construite de tes mains expertes, toi, mon grand-père bricoleur. Et pendant que tu meulais pour aiguiser un outil, j'avais le droit de percer des trous dans une chute de bois avec la perceuse manuelle de ton invention. Tes réponses étaient brèves, marmonnées dans ta barbe, et j'écoutais ta voix tout en confectionnant des couronnes de pâquerettes. Ce n'est que bien plus tard, alors que j'avais depuis longtemps posé un dernier baiser sur ton visage froid et raidi, que j'ai vraiment su ton histoire. Tes doigts en moins, ton œil fichu, ta détention dans le stalag de Neversen, tes 2 évasions, et puis tes 9 mois passés dans les geôles allemandes pour avoir envoyé à l'hôpital un glorieux membre de la Wehrmacht. Ce n'est que bien plus tard que j'ai mesuré ta grandeur, Pépère, ta combativité, ta force. Et depuis je vis avec elle, avec ta grande silhouette courbée posée au-dessus de moi, et les souvenirs de ta grosse main pressant la mienne. Quelle chance de t'avoir connue. Aujourd'hui les fraises n'ont plus la même saveur, les petits pois sont en boîte, et ta baraque a disparu. Mais moi, dans ma tête, j'éclate encore souvent les clochettes des fleurs, et je pense à toi. Magali. Waouh, bravo. Merci beaucoup donc à Magali Clam, à la maman de Félicie, pour ce témoignage, et à Félicie pour nous l'avoir lu, pour avoir été le relais de cette parole. Bokar, je crois que tu veux enchaîner. Oui, et je voudrais dire, juste préciser que... Oui, vas-y. Non, vas-y. Oui, que du coup, Magali sera l'année prochaine peut-être avec nous. Elle sera invitée à présenter aussi des textes. Là, c'est parce qu'elle était à Strasbourg il n'y a pas longtemps, mais on souhaite qu'elle revienne pour qu'elle les lise elle-même, parce qu'elle écrit très bien. Et du coup, Geoffrey, tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Non, juste une connerie, donc tu peux enchaîner. Ça, j'ai l'habitude. Oui, alors moi je vais présenter un texte qu'il faudrait que j'explique un peu le contexte. C'est un ami qui avait écrit un autre texte, Nouro Alamine, j'en profite pour lui faire un big up, qui avait écrit un texte où c'était un échange entre lui et son élève, un de ses élèves. Du coup, ça parlait de l'école et de savoir. Et moi, j'ai lu son texte, j'ai bien aimé. Du coup, là, c'est le retour. Et dans le texte, je parle de lui, qui est un disciple d'un philosophe et d'un guide spirituel qui s'appelle Cheikh Ibra. Et je montre que lui, il travaille avec ses élèves comme son maître Cheikh Ibra travaillait avec son maître lui-même, qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, si vous entendez des noms qui ne vous sont pas familiers, c'est des guides spirituels, c'est des philosophes, c'est des gens voilà, qui sont bien connus ailleurs. C'est parti. Cher Nourou, j'ai dégusté le dialogue entre toi, le professeur de philosophie, et Ngoné, l'élève passionné et façonné par la main nourienne. Comme il est de coutume, à chaque fois que tu prends ta plume, que cette plume aiguisée sillonne le long des pages, tu nous offres encore ici un texte à la fois beau et plein d'enseignements. D'abord, tout comme Ngoné, je me pose la question, pourquoi les parents demandent toujours plus à leurs enfants ? L'une des réponses qui, loin de faire l'unanimité, pourrait emporter l'adhésion du plus grand nombre, me paraît être celle-ci, parce qu'ils sont bienveillants. Oui, les parents sont bienveillants, parfois même un peu trop bienveillants. Kant n'avait-il pas raison de dire qu'il n'y a pas pire tyrannie que de vouloir le bien de l'autre? En effet, au nom d'un modèle méritocratique et d'une culture élitiste qui ne dit pas son nom, les enfants sont souvent pressés comme des citrons par des parents qui ont à cœur de projeter sur eux tout ce qu'ils n'ont pas pu faire durant leur enfance. On en vient à leur apprendre que pour être bon, il faut avoir les meilleures notes, réussir dans les grandes écoles, avoir un boulot gratifiant. On oublie souvent de leur parler d'intuition, d'émotion, d'empathie, de créativité, de savoir s'y faire. Malheureusement, les institutions comme l'école et la famille
tiennent encore ce discours. Mais heureusement qu'il y a des enseignants comme toi et quelques autres qui prennent le contre-pied de cette voie. Sans opposer ces deux façons de voir, vous arrivez à les articuler et à penser l'école autrement. Il existe dans la tradition une conception de l'école qui suppose d'une part un enseignant doué de connaissances et de l'autre part un élève en quête de savoir. Le rôle de l'enseignant étant toujours alors de remplir un vide. On peut supposer que ce fonctionnement s'origine probablement dans l'acte caritatif où on a d'une part un pauvre en quête d'argent, ici l'élève, et d'autre part un croyant donateur, l'enseignant. Or, en lisant ce dialogue, je vois que le rapport au savoir se pose autrement entre Nourou et Ngoné. Ceci apparaît à travers plusieurs points. Une belle familiarité. Voilà ce qu'on ressent durant toute la discussion. Enfin, on sort du modèle de l'enseignant robot qui, au nom d'une distance professionnelle galvaudée par certains, en arrive à réduire l'élève à un simple apprenant, oubliant qu'au-delà, il est aussi une personne humaine. Cette distance réduite place à la proximité. L'élève est père, et l'apostrophe amicalement, et l'enseignant est père. Si votre enfant avait 12 sur 20, comment réagiriez-vous, lui demande Ngoné. Une relation de confiance est née et l'autre est membre de la famille. Les questions peuvent se poser naturellement. Un paradoxe frappant. Ce qui est remarquable aussi dans votre dialogue, c'est ce paradoxe qui est posé par Ngoné. Tantôt, elle apparaît comme un sujet supposé savoir, pour emprunter un terme psychanalytique, en disant « vous ne me saisissez pas ». Et tantôt, elle redevient l'élève classique qui ne sait pas et qui a besoin de son maître pour s'orienter. Je la cite, je suis très confuse. Parler avec mon prof de philosophie pourrait m'aider à y voir plus clair. Ngoné a bien dit parler avec mon professeur et non écouter mon professeur. Le savoir se trouve des deux côtés et l'élève aussi a des choses à enseigner. Si vous préférez, l'enseignant a des choses à apprendre de l'élève. La question qui est donc soulevée ici n'est pas comment le professeur enseigne, mais plutôt comment l'élève apprend. Et c'est une belle différence que vous apportez. Mais j'ai envie de dire que ceux qui te connaissent n'en seront pas surpris. Tu enseignes comme un disciple de Cheikh Ibra. Il est évident qu'on ne peut pas être maître doué de savoir quand on est disciple de Cheikh Ibra. Lui qui a compris l'ordre divin qu'a reçu Moïse. Frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une montagne. Cheikh Ibra frappa alors de son bâton la mer qu'est Cheikh Ahmadou Bamba et toute une génération à partir de là commençait à accéder à la lumière vive. Mais que voir? Celui qui est porté est mis en avant ou celui qui le porte et qui se cache? Est ingrat celui qui chante à longueur de journée les louanges de Cheikh Ahmadou Bamba et ne reconnaît pas que ce dernier serait passé inaperçu, n'eût été Mam Lampe, la lumière. Mais quelle lumière? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la lumière? À cette question, Emmanuel Kant répond très simplement. La lumière, c'est la majorité. Oui, aider l'autre à sortir de la minorité dans laquelle il se trouve pour accéder à l'émancipation, à l'autonomie. Voici maintenant que Nourou, le disciple, en offre clareux et à l'image de certains enseignants, frappe de son bâton pour que surgissent des montagnes et des montagnes. Mais pour se servir de ce bâton, il faut déjà savoir qu'il y a quelque chose chez l'autre, dans sa tête, ou mieux dans son cœur. C'est d'ailleurs là où il faut frapper. Musset le pense. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Qu'il est noble ce métier, qu'il est riche votre échange et qu'elle est belle votre relation. Que de choses à dire, mais je vais devoir m'en arrêter là. Je ne peux pas parler d'enseignement sans penser à Abdou et à Pape Modi qui partagent aussi à certains égards cette façon de voir l'éducation. L'occasion m'est ici donnée de leur rendre hommage, à eux et à tous les afkoulare, ceux qui répandent la lumière et qui aident l'autre à la voir, ceux qui aident tous les Gouné, tous les Ngoné à sortir de la minorité. Que la parole soit alors donnée à Ngoné et à tous les enfants pour qu'ils répandent leur verbe à profusion. Merci. Merci, Bokar. Une question, Tim? Non. Ouais. À travers ce texte, est-ce que tu cherches à rendre hommage au mouridisme ou au guide spirituel des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba? Oui, tu me fais penser à Kumba. Oui, c'est. Ouais. Je suis impressionné par Cheikh Ahmadou Bamba et par Cheikh Ibrahim Fall. Le travail qu'ils font, le travail que Lampe a fait pour que les gens reconnaissent Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est ce que je dis dans le texte, c'est lui qui porte Cheikh Ahmadou Bamba. Mais les gens ne voient que Cheikh Ahmadou Bamba, ils ne le voient pas parce que lui, il le porte. Du coup, il se cache en le portant, c'est lui la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle la lumière. Et là, la liaison que je fais, c'est avec l'enseignant qui sait qu'il y a quelque chose, un savoir chez ses élèves.
et qui n'est pas juste là pour lui transmettre quelque chose, mais aussi pour dire tu es capable, tu peux faire, et qui essaie de le pousser à le faire. Ouais. Voilà, d'aider l'enfant à sortir ce qui est riche chez lui. Donc je rends hommage à Nourou aussi, qui est un enseignant extraordinaire, et à tous les enseignants qui ont cette façon de voir l'école. Ouais. C'est un partage au final, Exactement. l'enseignement. Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Est-ce que c'est pas une version un peu utopique de l'enseignement? Je veux dire, aujourd'hui, un professeur, 30 élèves, est-ce qu'il a le temps ou pas de s'occuper de chaque élève comme ça? Merci. Je pense même que je peux te laisser répondre, Geoffrey, parce que tout à l'heure on en a parlé. Est-ce que c'est utopique, tu trouves? Après, j'ai mon point de vue, qui est que non, ce n'est pas utopique, et que c'est en train de changer, et que l'école est obligée de faire ça. Donc, mais je laisserai Geoffrey dire ce qu'il en pense. Utopique, je dirais pas non plus, mais effectivement, je pense que c'est difficile de faire du cas pour cas avec chaque élève, et que c'est compliqué de construire une relation avec chaque individu en respectant la singularité de chacun dans le collectif. Je pense que ça, c'est compliqué, effectivement. Mais après, on sous-estime aussi tous les temps officieux qui font partie aussi de l'enseignement, même si c'est pas dans la salle de classe. Et je pense que si un élève est suffisamment intéressé et intéressant pour vouloir échanger avec son prof, il peut le faire au-delà des cours, en fait, au-delà du cadre scolaire, disons. Ouais, mais je pense que par utopique, mais en fait, essayer de souligner le fait que les enseignants ont des contraintes, donc un calendrier à respecter, un programme à respecter. Donc, est-ce qu'ils ont le temps de partager ou de s'occuper de chaque élève comme Nourou le fait avec Ngoné, par exemple? Mais est-ce que c'est vraiment leur devoir? Est-ce que c'est vraiment leur devoir de professeur de le faire? Je suis pas sûr non plus. Est-ce qu'il en va de leur responsabilité de faire du cas pour cas avec chaque élève? Je pense pas, je suis pas sûr. Je ne pense pas, mais ils devraient pouvoir avoir le temps de partager avec les élèves, en fait, faire, comme il l'a dit, en fait, ressortir la lumière en chaque élève. Donc ça, c'est le rôle de l'enseignant. Et ça a tendance à disparaître, en fait, avec des contraintes calendaires. Ouais. Parce que là, on parle de programme, c'est une contrainte. Et souvent, on justifie certaines choses en disant c'est la commande sociale. Ouais. Mais je pense que l'enseignant doit être libre. Et si vous voyez, j'ai employé un mot en allemand, Aufklärung. Ce mot n'existe pas en français. Mais c'est pas, en français, on le définit comme la lumière. Mais c'est pas la lumière. Le terme allemand, il dit, c'est celui qui répand la lumière. Mais il faut que lui, il soit éclairé. Il faut que l'enseignant puisse dire, c'est ça la commande sociale. Mais dans la réalité de ma classe, j'ai des enfants qui souffrent, ou j'ai des enfants qui ont tel et tel talent. Il faut que je fasse ce que la commande me dit, mais prêt à porter, que ça soit pas taillé sur mesure. Oui, je pense que c'est pas une utopie, mais que c'est difficile, exactement. C'est pas une capacité que tous les enseignants peuvent avoir aussi. Ouais. Enfin, faut savoir détecter la lumière de chacun. C'est pas inné. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des formations, des choses comme ça qui pourraient éventuellement être envisagées ou pas du tout? Et la problématique aussi, c'est privilégier la relation avec un élève. Entre guillemets, un prof distingue une lumière chez un élève. Il rentre aussi dans la problématique de la jalousie des autres élèves à qui il passe pas plus de temps. Et il y a tout aussi, ça peut rendre la chose bancale aussi et biaisée. Je pense. Moi, je l'ai compris pas comme ça, pas un seul élève. Non. C'est-à-dire quand tu es dans une classe, tu as un élève qui n'arrive pas à se réveiller le matin. Aujourd'hui, nous qui travaillons dans le social, on voit qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire. Mais ces élèves qui décrochent, soit parce que... C'est un peu nous aussi parfois quand même. Oui. C'est vous qui décrochez? Non. En fait, c'est parce que mais c'est justement, en fait, ce discours de Geoffrey, c'est le discours qui est tenu depuis des années. Quand un élève ne va pas à l'école, soit c'est les parents ou les éducateurs, on ne remet jamais en question l'école. C'est ça le problème. L'école, il faut qu'on la remette en question. Tu peux avoir un programme figé pour 30 élèves et dire que tous les 30 élèves doivent rentrer comme ça. Les professeurs, ils ne suivent plus. Aujourd'hui, combien de professeurs arrêtent l'enseignant? Ils ne se retrouvent plus. Et on voit ailleurs dans les autres pays que l'enseignement se voit autrement. Ils ont fait un classement, le classement PISA, la France n'est pas premier. On voit que ça pose problème, la façon dont l'école est pensée en France. C'est difficile de le dire parce qu'on a un héritage qui explique que voilà, il faut que ça soit comme ça, mais c'est en train de changer dans le monde et ça se voit. Moi, je pense que l'école n'a pas d'autre choix maintenant que de revoir sa façon de faire. Évoluer. S'adapter maintenant aussi. Mais c'est intéressant comme sujet de discussion. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Kassem Marie-Jeanne. Strasbourg et d'ailleurs. Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, encore et toujours avec Plume Libre sur De Strasbourg et d'ailleurs.
Alors, pour la suite, on a quoi? Alors, pour la suite, c'est la fête des pères. Et comme l'année dernière, Félicie avait fait un très joli texte pour son père, aujourd'hui, elle remet un autre texte pour son père. Parfait. Félicie, à toi. Merci. À toi, mon papa. Il y a 1 an, jour pour jour, j'étais un peu inquiète pour toi. Je voulais utiliser mon pouvoir de fille pour te consoler. Alors je te disais tout mon amour ici à la radio. C'est peut-être un peu bateau, mais plus que les mots que j'avais écrits ce jour-là, la vraie preuve c'était cette lecture, je crois. Celle d'il y a 1 an, et celle d'aujourd'hui aussi d'ailleurs, parce que je prends mon courage à 2 mains. Tu sais, celui que tu m'as transmis depuis petite, celui que j'utilise depuis, notamment pour impressionner mon papa. C'est ta fête aujourd'hui, même s'il n'y a pas un seul jour sans que je pense à toi. Bonne fête, papa. Merci beaucoup Félicie pour ce très beau texte et on salue ton papa au passage. Et moi aussi j'ai envie de faire un petit hommage. Et mon hommage il commence comme ça. Elle m'a dit épouse-moi. J'ai dit tu sais je te connais pas si bien. Elle m'a répété sa requête, je l'ai mariée sans chercher à la comprendre. La nuit je me réveille, je la cherche. Loyale elle est là, d'un baiser je la brûle. Elle est là et moi je lui dis toutes mes fumeuses promesses. Elle sait s'y prendre, elle est mon pire défaut, de ceux qui vous font perdre la vie. Je la savoure, elle a en elle le goût de la première. Je les enchaîne, j'oublie leur goût. Je fume ma dernière cigarette, rue du tabac. Corps usiné, crachant volute de fumée, là où la pollution s'échappe de mes poumons ganglionnés. Mon cerveau appelle ce rituel, m'envoie des signaux camés. Je fume, je tire mes tiges, mes clopes sont jamais légitimes. Je fume comme je respire, et si je siffle, je tire malade quand même. Je fume et j'adore cette merde. Merci beaucoup Geoffrey pour ce texte. Dis pas merci. Je rappelle que si vous commencez pas à fumer. Voilà. C'était un message du ministère de la Santé. Est-ce que Geoffrey, tu peux nous dire pourquoi la comparaison entre les deux? Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ça? En fait, j'étais passé rue du Tabac, pour ceux qui connaissent Onodorf, et j'étais en train de réfléchir, putain, il faut quand même que j'arrête de cloper, quoi. Et je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être une rue du Tabac, la dernière cigarette, pourquoi pas. Au final, ça n'a pas marché du tout. Et non, et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui était présent, moi ça fait à peu près une dizaine d'années que j'écris, qu'est-ce qui était présent lors de ces années d'écriture? Et en fait, la clope, elle a toujours été là. Et je l'ai un peu symbolisé comme une femme, en fait, comme une conjointe. Et je passe un message à ma conjointe qui sera peut-être un peu déçue pour le début de ce texte et qui pensait que c'était peut-être un texte pour elle. Donc je suis désolé. Parce qu'elle a l'habitude d'être déçue. Voilà, donc grosso modo, c'était ça le parti pris. Merci beaucoup. Geoffrey, vous voyez que c'est un amoureux fou. Et moi, je vais vous lire un texte de l'amoureux, Robert Lamoureux. D'accord. Éloge de la fatigue. C'est parti. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, que cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue souvent n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas de triste lassitude qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de par raison. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous les poids formidables des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course. Et pour cela, se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste.
C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement de fatigue. Merci Bokar. Alors tout de suite, une pause musicale avec Ismaël Lolo, Jammu Africa, la paix en Afrique. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société. De retour sur la RBS 91.9, donc je laisse encore la parole à Plume Libre, Geoffrey. Exact, donc j'aimerais lire un texte qui s'appelle Le réalisme magique et que je dédicace à tous les membres de l'association L'Air du Temps. Donc je vous invite tous à aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Et voilà, ce sont des gens qui prennent un peu le temps de se ressourcer via le travail de la terre, essentiellement. Donc voilà, ça commence comme ça. Sur ces heures que l'on pourrait croire perdues, là où le soleil se pose en maître flâneur, deux femmes font l'apprentissage du retour à la terre, là où l'invisible se dévoile dans sa simplicité. Les fourmis se montrent discrètement dans leur vie de millimètre. Un chat passe et miaule à un m'emmerde pas. La scène n'est pas figée, mais détendue, comme un apaisant tableau. À l'instar de cette figurine du Siddhartha Gautama, ségeant dans l'herbe, bloqué dans sa posture de pierre. Le chef de famille distribue chapeau de paille sur toutes les têtes. Stetson sur la mienne. La compagne de ce dernier laisse entrevoir un accent lointain et chantant, tels les caballeros de la poésie, aux confins du réalisme magique. Œillets d'Inde, poussant dans leurs planches de culture, sans souci, ils grandissent. Assis en tailleur ou à genoux, consacrés à leur œuvre, les apprentis échangent savoir et semis. L'une d'entre elles porte même le nom d'une fleur. À la barbe des klaxons agacés de l'autre côté du portail, cheminent badauds et bandits de bas étage. Des planeurs survolent la demeure comme une croix barrant une carte, à la recherche sûrement d'un indice témoignant d'un coffre au trésor. Ils n'y trouveront qu'un silence de paix. Une radio dans la maison se fait l'écho des tubes de l'été passé, tandis que les panses se prennent à penser à ces légumes trônants, ma foi, pourquoi pas sur un buffet. Alors nous, Pachas de pleine Alsace, rassasiés car le radis flamboyant est en chien de faïence avec la frisée du beau regard. À cette hospitalité, elle n'est pas qu'apparente, car l'une de glace ne saurait fondre là où les sourires chaleureux n'ont pas fait le mur. Alors pourquoi se morfondre si le monde aujourd'hui a décidé d'être bon? Merci beaucoup, Geoffrey. Et juste rappeler, Nabou, qu'on a eu un deuxième texte de Magali Clam, Ouais. qui est la mère de Félicie, Mhm. qui nous a fait un deuxième texte que Félicie va nous lire tout à l'heure. Merci, Ok. Magali. Tout de suite, allez, c'est parti. Et si on s'asseyait là, sur ce banc, à l'ombre, dans ce petit parc aux senteurs de glycine et de lilas, à regarder les passants, simplement, à se gorger de couleurs, de formes et d'odeurs. Si on oubliait un instant cette vie trépidante qui nous entoure, où on n'a plus une minute à soi, où tout doit aller vite, encore plus vite, où l'on oublie qui on est. Plus le temps de se poser, de réfléchir, de rêver, de se demander ce qu'on veut vraiment. Oh, je sais, c'est banal, le monde autour est fou, et pas le temps de s'asseoir. Mais reste, fermons les yeux. Laissons-nous bercer un moment par cette petite brise qui nous caresse le visage, qui envole une mèche de tes cheveux. Le mal est fait, tout le suggère autour. Les mines sombres, les démarches mal assurées, claudicantes mais pressées, les regards éteints. Et ce bruit. Nous avions pourtant tout entre nos mains. La nature, les saisons, le miel, le vin, la faune, la flore. Nous avions pourtant tout en nous. Le partage, l'empathie, l'amour, la sécurité, la bienveillance, la patience. On n'a pas trop géré. Maintenant, tout autour, ça nous saute à la gueule. Ça crie, ça hurle, ça pleure, c'est infernal. Pas moyen de s'en extraire, on est dedans, il faut faire face. Nature bafouée, manque de logement, course à l'argent, et manque d'amour, manque de considération. L'homme deviendrait-il abject? Heureusement tu es là, près de moi sur ce banc. Comme moi, tu sens ce parfum de glycine, et ton esprit s'envole,
vagabonde, cherche au plus profond de lui la douceur, la bonté, toutes ces choses qu'il connaît, mais aussi le sens critique, la volonté, l'enthousiasme, la force. C'est bon, t'y es. Tes yeux sont restés fermés, mais maintenant tu souris, et une fine larme descend sur ta joue. Ça fait du bien. On n'a eu qu'à se poser, côte à côte, à lâcher prise un moment. C'est sûr, on le refera. On arrêtera encore le temps. Cette furie qui détale en grand fracas et nous empêche de réfléchir. Ce banc restera pour longtemps, et nous dessus, de temps en temps. Pour se ressourcer, pour penser, s'assoupir, se laisser aller, réfléchir et trouver de nouvelles idées, un nouveau courage, un nouvel élan. Et pouvoir redonner un peu de tout ça autour de nous, à ces passants qui traversent le parc sans savoir où ils vont, perdus dans leurs malheurs et leurs incertitudes, à ces femmes qui courent après le temps, portable à l'oreille et cabas sous le bras, à ces hommes qui s'engouffrent en pestant dans un bus miteux, qui les avale d'un coup. C'est sûr, on le refera. Magali. Merci beaucoup. Nabou, je pense que la saison prochaine, on risque d'embaucher Magali. Il faut. Pour élargir le groupe. Après, on avait dit qu'on restait sur 3 avec Geoffrey. On avait dit qu'on prenait qu'une seule fille. Du coup, on va voir. Il faut la parité. Exactement. Merci. Je sais pas, mais la parité, pourquoi? C'est un principe. C'est un débat. Il le faut. C'est une discussion. Est-ce qu'il faut le faire parce que c'est un principe? Si. Bon, on verra. Du coup, Magali a écrit ce joli texte et il y a eu aussi une réponse de Félicie. Tu veux bien On la laisse répondre. Réponse à maman. Oui, on le refera. C'est vrai qu'on était bien sur ce banc sous les arbres, dans ce petit parc de Colmar. Du henné sur nos bras entremêlés, tatouage éphémère pour exprimer un amour pourtant éternel au milieu de ce festival familial. Je prends rarement le temps de lever le nez, de regarder au-delà de mon quotidien. Mais toi, tu m'incites souvent à le faire. Cette bienveillance dont tu parles coule dans ton sang. C'est comme ça que j'en ai hérité. Tu adores observer les passants comme s'ils faisaient partie d'un tableau d'aquarelle. Tu apprécies tout observer, les vêtements, les couleurs, les visages. Et souvent même, ça te plaît de discuter avec moi de la vie de ces passants, du moins celle qu'on leur imagine. Est-ce un rendez-vous galant? Est-ce un papa avec son garçon? Sont-ils en train de rentrer chez eux? Ont-ils un chez eux? On prend le temps de regarder les œuvres d'art, mais on ne s'arrête plus pour les gens. C'est ce que tu as toujours voulu nous enseigner. Être attentif aux autres, c'est important. Alors finalement, un banc, une murette, 2 chaises, un peu d'herbe, peu importe, je crois. L'essentiel, c'est ce pouvoir qu'on a, en étant ensemble, de figer le temps, au moins quelques instants, et de regarder le monde, vraiment. On fait partie d'une gigantesque œuvre d'art. Alors certes, elle est parfois un peu apocalyptique, mais quoi qu'il se passe dans le monde, le soleil finit toujours par se lever, tant que tu es à mes côtés. Merci beaucoup, Félicie. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Je ferai. Oui, donc je crois que je clôt l'émission. Est-ce que je dis une bêtise, Bocard? Oui, comme toujours, une bêtise. Une bêtise, comme d'habitude. Oui. Et donc, j'aimerais dédicacer ce texte à Trixie, qui se trouve en ce moment même en Hongrie et qui nous écoute peut-être. Ça s'appelle Né à Damas. Né à Damas, dis-moi où sont passés tes souvenirs syriens, prédestinés à une vie de voyage et une vie de voyage sans fin. Parle-moi des révolutions hongroises, comme si tu y avais participé, avec ce côté militant que je retranscris de ce couplet minuté. Et si je ne taris pas d'éloges, c'est que certainement j'écris ton ode, là où le pont au collier s'éteint à l'aube. Orné du sourire de Bouddha, j'y tairai tes fautes. Sur la rive du Bouddha, je censurerai ton côté peste, sur les rivières de mon encre béate, noyant alors ce texte. Né à El-Cham, avant que ne coulent les larmes du peuple arabe, là où le soleil luit à la pointe de la scie du sabre, là où les salams ne sont plus que des beslamas, là où les bismillah, comme une sentence, précèdent les drames. Du Danube au Rhin, les saisons se succèdent, comme tes doutes intramuros, te perçant le ventre comme un torboyau. Né à Damas, dis-moi où sont passés tes souvenirs syriens, toi qui as semé ta personne aux 4 coins de l'Atlas. Né à Damas, l'exode avant l'exode, né à Damas, les oiseaux donnent le la. Magnifique Geoffrey, merci beaucoup. Nabou, pour terminer, on va donner à Tim. Termine juste avant cela, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis pendant toute cette année et dire que l'année prochaine, on reviendra avec beaucoup de changements. Avec la plaisir. rentrée. Encore en plus septembre. fort. Hein? Encore plus fort. Avec plaisir. Et je passe la parole à un mec
Un mec, ok. Quelconque avec qui on a quelque chose en commun que je dirais pas. Mais voilà, Tim, merci d'être venu et à toi de clore cette émission. Déjà, merci pour le respect. C'est ma première radio, c'est vraiment un plaisir d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Je reviendrai si je suis de nouveau invité. Hein, mais oui, tu le seras. Tu le seras avec plaisir. Bonne fête des pères, Tim. Merci. Et bonne fête à tous les pères qui nous écoutent. Merci, bonne fête des pères. Je suis jaloux parce que oui. Oui, ça viendra. C'est une longue histoire. On se dira que l'année prochaine sera la bonne. Mais la taille ne compte pas. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Plume Libre d'avoir été avec nous, d'avoir permis de meubler cette année aussi. C'était riche, c'était intéressant. Est-ce qu'on t'a un joli merci meuble beaucoup. Comment? Est-ce qu'on t'a un joli meuble? Ben oui. Ok, ça va alors. Qui compte sur le décor, donc il ne faut plus partir. Hein. Vous faites partie des murs maintenant. Merci à Tim. Merci. Merci Félicie, Bokar et Geoffrey. Et puis merci à toi aussi Nabou pour tout ce que tu as fait pour nous cette année là, et pour ta patience. C'est normal. Hein? Alors, merci à nos auditrices et auditeurs. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et tout de suite Afrique Hebdo.